Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1004, un chapitre concentré sur le reste de la guerre où on ne se concentre donc plus sur le combat du toit du dôme. Ainsi Oda garde encore le mystère pour la forme hybride de Kaido qui était la fin du chapitre 1003. Un chapitre qui sort après la 3e semaine consécutive sans pause mais qui suscite de nouveaux espoirs ou qui soulève de nouvelles questions. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. On a enfin dépassé la barre des 30K sur la chaîne, c'est énorme. Pour vous remercier, j'organise un concours sur Instagram ouvert à l'international, donc n'oubliez pas d'y participer et de tenter votre chance pour gagner les 2 jumps mythiques, le 999 et le 1000. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker avec ton acquis du likement et comme d'habitude, je compte sur vous pour activer la cloche d'or de Chandra pour ne rien manquer des futures vidéos. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre a pour titre Kibidango, un titre assez explicite sur ce qu'il se passe en début de chapitre. En effet, le chapitre débute sur Speed qui fait le tour du château d'Onigashima en donnant des dangos créés par Tama aux gifters. Speed fait croire à ses anciens alliés qu'il s'agit d'un médicament de récupération de Queen, ainsi ceux-ci sont maintenant sous la tutelle de Tama et sous son contrôle. Le chapitre met en avant un petit flashback de ce qu'il s'est passé avec Tama et de son plan pour se rendre à Onigashima. On voit donc Tama souhaiter se battre sur Onigashima pour aider l'Alliance et qui souhaite surtout éradiquer la faim et avoir Momonosuke comme shogun. On voit donc qu'elle a utilisé le bateau personnel de Speed pour venir à Onigashima accompagnée de 3 gifters qu'elle avait déjà pris sous son contrôle, à savoir Speed elle-même, Gazelman, mais aussi Daifugo. On voit alors que Tama a mis à bon escient le temps du trajet étant donné qu'elle a créé une bonne quantité de dango pour que ceux-ci soient distribués par ses fidèles compagnons auprès des ennemis. On voit donc dans la suite du chapitre que Gazelman et Daifuku distribuent aussi des dango autour du château, une inconnue qui n'avait pas été prise dans l'équation et dans le calcul fait par le CP0. Concernant l'action de Tama et son plan, c'était assez prévisible. Depuis qu'on sait qu'elle a le pouvoir de contrôler les animaux mais également les smiles, il était logique de penser qu'elle allait mettre à profit son fruit du démon et ainsi basculer l'équilibre des forces qui était clairement trop en faveur des ennemis. Je suis contente que Tama soit enfin passée à l'action et ait mis en place son plan avec Nami. Pour continuer le chapitre, on retrouve Franky face à Sasaki, un combat de force qui fait rage et qui est pour le moment assez neutre. Franky tire sur Sasaki mais cette attaque ne lui fait rien. Inversement, Sasaki se jette sur Franky mais ce dernier l'écarte en l'attrapant par ses cornes et en le jetant. On voit donc bien par ces deux attaques rivales que les deux sont de puissance assez équivalente. Seulement de son côté, Sasaki a des alliés, donc quand Franky est sur le point de lui tirer dessus avec une autre arme, des gifters apparaissent pour rattraper et arrêter Franky Shogun. On constate qu'ils sont assez forts pour maîtriser Franky, mais bon, on parle de plusieurs gifters ici. C'est alors qu'interviennent Nami, Usopp, Tama et Komachiyo faisant croire à Franky qu'ils sont en danger étant poursuivis par une armée de gifters. Ce qui met en confiance Sasaki jusqu'à ce que Nami et la bande révèlent la supercherie. Les nouveaux alliés aident donc Franky. Derrière Nami et sa bande arrivent Ulti et Page One. Ils crient donc en disant que les gifters les ont trahis et que quelqu'un possède un pouvoir pour les contrôler. Ce qui perturbe Sasaki qui est dans l'incompréhension. Tandis qu'Ulti saute sur Komachiyo, Nami utilise son Tender Lance Tempo pour l'arrêter, ce qui fonctionne mais pour pas très longtemps. Nami dit alors qu'elle a besoin d'un tonnerre plus fort, il est alors logique de se demander si cette dernière va récupérer Zeus ou non. Zeus qui était tout de même son arme la plus forte, ayant bien entendu l'âme de Big Mom en lui. Usopp utilise son attaque pour tirer des dangos dans la bouche des gifters, ce qui met la division de Sasaki du côté allié. Ainsi, Franky utilise cette chance pour attaquer Sasaki avec une nouvelle attaque, Fran Blade, Victory V-Flash. Une épée émanant de la lumière qui permet à Franky de blesser de manière efficace Sasaki qui saigne assez brutalement. On a l'occasion de voir Franky utiliser une nouvelle technique utilisant la science qu'il a appris du laboratoire de Vegapunk étant donné que ça ressemble fort à des lasers. Le chapitre continue sur un autre Mugiwara qui a l'air en difficulté mais qui ne l'est pas réellement. C'est Sanji. Il est toujours bloqué dans les quartiers de Black Maria et même s'il a battu tous les subordonnés masculins de Black Maria, il ne souhaite toujours pas se battre contre les femmes. Ainsi, il se fait capturer dans la toile de Black Maria qui dit à ce dernier d'appeler à l'aide à Robin. Elle explique alors que Kaido lui a ordonné de kidnapper Nico Robin vivante et provoque Sanji en lui disant qu'elle sera blessée tellement qu'elle ne pourra pas s'échapper mais qu'elle restera en vie jusqu'à ce que Kaido n'en ait plus besoin. Sanji crie alors qu'il ne faut pas sous-estimer Robin. Ainsi, on comprend mieux la tête de ce dernier qui avait l'air assez stressé dans le chapitre 1003. Mais le visage qu'il laisse paraître ici n'est pas un visage d'anxiété, mais bien un visage de confiance et de colère. Comme prévu, le combat Robin vs Black Maria se dessine de plus en plus et quelle erreur de la part de Black Maria de sous-estimer l'archéologue des Mugiwara. Le chapitre suit alors sur une autre ambiance où on retrouve Baorian
Hyorian qui annonce sur la scène qu'elle a trouvé les fourreaux rouges par l'intermédiaire d'un de ses espions. Elle explique alors qu'ils sont dans une pièce du donjon du château et qu'ils sont couverts de sang mais toujours vivants. King dit qu'il est toujours occupé, on le voit recevoir le rapport mais on ne sait pas s'il se bat ou autre. King ordonne donc à celui qui sait d'aller tuer les samouraïs immédiatement, et Black Maria alors se désigne en disant que la pièce où se trouvent les fourreaux est située à son étage. Sanji réagit en entendant que Kinemon est en danger et dit à Black Maria de ne pas y aller. On peut sûrement penser que Robin arrivera pour arrêter Black Maria, ce qui permettra à Sanji de se rendre dans la pièce où se trouvent les fourreaux. Bao Hyung dit à Black Maria de se dépêcher, mais annonce qu'il y a 10 personnes dans la pièce. La pièce est trop sombre donc elle ne peut pas voir ce qui s'y passe clairement, mais elle aperçoit quelqu'un essayer d'aider les samouraïs. Le chapitre finit alors sur une page nous montrant les fourreaux à terre. Seul Kinemon est au fond de la pièce et est conscient vu la bulle présente à ses côtés. On peut apercevoir en plus une silhouette d'une personne. Celle-ci grince des dents et pleure. Personnellement, et c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que cette personne n'est nulle autre que Toki. Vous le savez, je le prône depuis le début, mais selon moi Toki n'est jamais morte. En effet, pour moi Toki était l'une des seules survivantes de l'incident de l'époque, mais était bien cachée et attendait le moment pour se montrer. Il y a la possibilité que ce soit nul autre que Hiyori bien évidemment, mais une question se pose alors. Comment Hiyori a-t-elle fait pour venir? Est-elle venue seule? Accompagnée? Pourquoi comme par hasard cette personne mystérieuse se trouve exactement dans la même pièce que les samouraïs? Est-ce que l'orbe était dans la manigance depuis le début? Eh bien selon moi ce n'est pas Hiyori, du moins je ne le souhaite pas. On sait qu'ils sont 9 samouraïs, il n'y a donc qu'une personne en plus. Pour moi Hiyori ne pourrait pas être venue seule à Onigashima et surtout ne se serait pas exposée à une mort certaine en étant près des fourreaux rouges. Même si bien entendu l'envie de les sauver y est, elle est la princesse du pays d'une certaine manière et de la famille Kozuki. Ainsi, sa mort est requise tout comme celle de Momonosuke. S'exposer à ce danger alors que les fourreaux rouges ont pris de gros risques au point d'être au bord de la mort, je trouverais ça assez bête de la part de Hiyori qui a été élevée par Denjiro et qui a été assez maligne pour survivre dans la capitale des fleurs sans jamais se faire débusquer. Par contre, ce n'est pas le cas de Toki. Toki, elle a du vécu. Elle a un fruit du démon pour lequel seule une capacité nous a été démontrée et pourrait sans problème avoir trouvé un moyen pour venir seule à Onigashima pendant que tous les regards étaient détournés. Pour moi, Toki est belle et bien vivante. Je pense que si on a eu droit au gros plan sur sa blessure à la cuisse, ce n'est pas pour rien. Surtout qu'à la fin du chapitre 972, elle déchire la lettre que son mari lui avait écrite et s'adresse à Oden en lui disant de bien regarder 20 ans dans le futur, comme si elle allait être présente. De plus, dans le chapitre 973, Toki se rappelle de quand Oden lui a dit de faire un bond de 20 ans dans le futur pour trouver ce fameux jour où le monde sera renversé, la raison même de son voyage de 800 ans dans le futur. Elle lui a dit de se taire à ce moment-là et à considérer ces paroles comme des mots horribles. Des paroles qui pourraient être considérées comme horribles quand tu vis avec l'homme que tu aimes et que tu ne veux pas qu'il te dise de le quitter. Mais la réalité est là. Son rêve est bien de voir le fameux jour où le monde sera renversé. Elle avait trouvé en Oden celui qui allait l'aider à réaliser son rêve et Oden en a été un déclencheur, mais son rêve ne peut s'accomplir qu'au moment présent. Ainsi selon moi, il est normal de se dire qu'elle aurait fait un dernier voyage dans le temps alors qu'elle a disparu dans les flammes juste après avoir annoncé sa prophétie des 9 ombres. Bien entendu, chacun interprétera les actions et les mots de Toki comme il le souhaite, mais pour ma part, j'ai toujours eu cette intuition qu'elle n'était pas morte et que sa mort d'il y a 20 ans n'a jamais été nécessaire. En effet, selon moi, Toki doit être témoin de l'ouverture des frontières de Wano Kuni par ses enfants et surtout doit atteindre son propre but. Un but qu'elle a chassé depuis des années et pour lequel elle a fait un bond de 800 ans dans le futur quand même. On sait qu'elle cherchait Wano Kuni et bien entendu son arrêt à l'époque d'Oden n'était pas anodin. En rencontrant ce dernier, elle a compris qu'il était celui qu'elle cherchait, l'aide qu'elle recherchait en fuyant le passé. Selon moi, elle a senti qu'elle devait se marier avec ce dernier et sentait aussi que son fils Momonosuke serait le shogun qui ouvrirait les frontières de Wano Kuni, qui avait été fermées sur décision du clan des Kozuki il y a des centaines d'années. Le rôle de Toki était bien entendu de donner naissance à l'héritier des Kozuki, mais aussi d'envoyer les samouraïs 20 ans dans le futur pour le bien de la grande guerre actuelle. Mais encore une fois, son rôle ne s'arrête pas là. Elle doit être témoin de la concrétisation de son voyage, de la concrétisation de ses prophéties. Ainsi, sa présence selon moi est inéluctable. D'ailleurs, je pense même qu'elle s'est projetée dans le futur, mais qu'elle vient juste d'arriver à Wano Kuni ou qu'elle y est arrivée il y a quelques jours seulement. Une histoire qui personnellement me touchera encore plus, sachant que la guerre d'il y a 20 ans est toujours ancrée dans sa mémoire comme si c'était hier, parce que c'était réellement la veille pour elle. Ainsi, la mort de son mari Oden Kozuki, la perte de ses enfants, la guerre, la destruction de Kuri, tout ça sera encore frais dans sa tête et c'est pour cette raison qu'elle lâche des larmes en retrouvant les fourreaux rouges et qu'elle grince des dents. Entre culpabilité, tristesse, colère
colère, haine et le fait de se dire que tout ça devait se produire, je ne sais pas dans quel autre état elle pourrait être. On a déjà eu l'occasion dans le manga d'avoir la démonstration des sentiments de ceux qui n'ont eu que 2 à 6 mois d'écart entre la mort d'Oden et leur arrivée 20 ans dans le futur. Imaginez alors le désarroi, le désespoir, la tristesse que ressentirait Toki en étant arrivé la veille. Car oui, on peut totalement se dire que la Grande Guerre prédite avait une date bien précise et que Toki savait quand elle allait se produire et donc quand elle devait réapparaître pour y assister. D'ailleurs, une autre théorie découlant de celle-ci, donc de la survie de Toki, c'est tout simplement les soins qu'elle peut prodiguer. Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez sûrement cette théorie, mais selon moi, Toki aurait le pouvoir de guérison. Et pas de n'importe quelle guérison, mais principalement de la régénération. Vous le savez, Toki a le fruit du démon du temps, le Toki Toki no Mi. Ainsi, grâce à ses pouvoirs, elle peut voyager dans le temps, uniquement le futur, mais également appliquer son fruit sur d'autres personnages comme l'œuvre nous l'a démontré. Mais si l'éveil de ce fruit permettait une capacité incroyable qu'on pourrait déterminer d'improbable, à savoir la régénération. En effet, grâce à sa capacité, elle pourrait accélérer le processus de régénération de l'humain et donc lui permettre de se soigner plus rapidement. Ainsi, les blessures qui prendraient 3 semaines à guérir normalement seraient guéries en quelques minutes grâce à son pouvoir. Un pouvoir pas si fou dans l'heure étant donné qu'il se rapproche de celui de Marco, seulement au contraire de Marco qui ne peut se régénérer que lui, Toki, elle pourrait appliquer le temps sur n'importe quel individu. Grâce à cette capacité qui serait incontestablement un éveil de son fruit vu que c'est assez cheaté, les fourreaux rouges seraient alors remis sur pied et pourraient donc faire partie à nouveau de la guerre et leur présence ne serait pas de refus. Et il faut se l'avouer qu'on attend tous leur retour car leur présence était malheureusement assez brève étant donné qu'ils étaient quand même contre Kaido. J'aurais personnellement aussi aimé qu'elle puisse soigner Kiku et lui remettre son bras, une opération dont pourrait être capable Law également, mais si Toki pouvait s'en charger maintenant, ce serait pas plus mal. D'ailleurs, en parlant de Law, pourquoi je l'ai évoqué plus tôt? Tout simplement parce que ce dernier a envoyé les fourreaux rouges à un endroit où attendait sûrement Toki, parce que je doute vraiment qu'elle les aurait retrouvés comme par hasard ou qu'elle ait pu se balader dans tout le château sans problème. Selon moi, Toki a rencontré Law dans le sous-sol d'Onigashima, là où on a vu Law trouver un poneglyphe d'information. Ainsi ils auraient échangé et auraient mis en place un plan qui aurait permis à Law de lui indiquer un périmètre où il savait qu'il pouvait envoyer les fourreaux rouges. Il serait d'ailleurs remonté avec elle à l'aide de son pouvoir de téléportation et lui aurait dit d'attendre dans cette pièce. Ce qui explique aussi pourquoi Law a clairement dit à Luffy qu'il avait déjà l'intention de refaire descendre les fourreaux rouges sans qu'il ne le lui dise. C'est parce qu'il avait mis un plan en place avec la personne se trouvant dans cette pièce. Et cette mini-théorie tient la route quelle que soit la personne qui se trouve en réalité aux côtés des samouraïs. Donc que ce soit Hiyori, Toki ou quelqu'un d'autre, Law est complice. Un point en plus pour lequel je dirais que ce n'est pas Hiyori, c'est tout simplement l'importance que place Oda sur ce personnage. On est tout de même à une fin de volume, il cache le personnage et ne présente qu'une partie de son visage pour laisser du suspense. Mais personnellement, je ne serais pas agréablement surpris si cette personne était Hiyori. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Même si ça peut paraître logique, je pense qu'on attend tous que ce soit quelqu'un qui nous mette encore un coup sur la tête et qui nous surprenne. Surtout que Hiyori est le portrait craché de sa mère et qu'elle a exactement la même coiffure. On peut donc penser que le but d'Oda est de nous tromper en nous faisant croire qu'il s'agit de Hiyori alors qu'il s'agit en réalité de sa mère, Toki Kozuki. J'en vois aussi beaucoup théoriser sur le fait que ça pourrait être Yamato. Seulement Yamato a eu une mission de Luffy, celle de rester aux côtés de Momonosuke pour qu'il soit en sécurité. Yamato prend ce rôle très à cœur comme il nous l'a démontré dans les précédents chapitres, étant presque maladroit en se disant être le père de Momo vu qu'il se considère encore comme Oden. Ainsi, c'est impossible que ce soit ce dernier car on sait qu'il n'y a qu'une seule personne en plus et Yamato n'aurait jamais laissé Momonosuke et Shinobu seuls. Il prend trop son rôle à cœur pour ça, surtout que la réaction du personnage mystère n'est en rien la réaction que pourrait avoir Yamato qui ne connaît pas les samouraïs. Seule une personne proche des fourreaux rouges aurait pu avoir une telle réaction. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. J'aurais vraiment souhaité qu'il n'y ait pas de pause la semaine prochaine parce que je vous assure, je suis totalement impatiente de connaître l'identité de ce personnage mystère. Personnellement, je mise sur Toki, mais ça pourrait être Hiyori. Je ne miserai sur aucun autre personnage connu car la coupe de cheveux correspond à celle des deux jeunes Kozuki. Ou alors, il s'agirait d'un tout nouveau personnage, une hypothèse qui est encore moins sûre sachant la tristesse qu'a ce personnage en retrouvant les fourreaux. Bref, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus et j'ai hâte d'avoir votre avis sur ma théorie. Est-ce que vous pensez aussi que ça puisse être Kozuki Toki ou vous êtes team Hiyori ou team nouveau perso? Dites-moi tout ça dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous et votre acquis du likement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusque là. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous!